dégel, toutes les opérations ultérieures furent interrompues face au général Bou. Après l'invasion d'Afrique du Nord par les Alliés en novembre 1942, Hitler avait ordonné le rapide renforcement des troupes allemandes présentes sur la tête de pont en Tunisie. Ces forces qui avaient été refusées à Rommel alors qu'il se trouvait très menacé à l'ouest vers la Tunisie et qui auraient pu faire basculer l'issue des batailles précédentes étaient maintenant lancées sur la tête de pont avec notamment un grand nombre de chars de la 5e Panzer Armée. Ces Panzer KG appartenant à la 10e Panzer Division furent employés lors de l'offensive nommée Opération Brise de Printemps, lancée le 14 février 1943 contre les Américains à Sidi Bouzid. La victoire allemande n'était que provisoire. La tête de pont tunisienne ne pouvait pas tenir face à la supériorité alliée, aussi bien sur mer que dans les airs. Et en mai, cette position s'effondra. Après sa nomination par Hitler en février 1943 en tant qu'inspecteur général de l'arme blindée, avec pour consigne de remodeler complètement les forces blindées allemandes, le premier souci du général Heinz Guderian fut de mettre un terme à l'idée émise par certains officiers supérieurs mal informés, mais cependant influents, de stopper toute production du Panzer IV au profit du Tigre et du Panther. Une telle décision, si elle avait été suivie, aurait signé la perte de l'armée allemande. Début 1943, le Panzer IV restait le seul char testé et encore produit en Allemagne et le seul candidat pour être le char de combat de la Panzerwaffe. Et il demanda également à ce que la production du Panzer IV soit augmentée en 1944-1945 afin d'assurer l'expansion de l'arme blindée au sein de la Wehrmacht. Et il fut aidé dans ce sens par Albert Speer, ministre du Reich pour l'armement et la production d'armes de guerre, qui avait été spécialement chargé par Hitler en janvier 1943 d'augmenter la production de chars, fût-ce au détriment des autres branches de l'industrie de l'armement. Speer avait travaillé depuis sa nomination l'année précédente à mobiliser l'économie allemande et augmenter de manière substantielle la production d'armement. De fréquentes réunions telles que celles présentées ici furent l'un des moyens qu'il utilisa pour communiquer ses objectifs et ses priorités. Sa tâche ne fut pas rendue plus facile par la nature byzantine du système nazi. Quoi qu'il en soit, les chiffres de production du Panzer IV peuvent donner une bonne idée des progrès accomplis. Alors que seuls 31 exemplaires avaient été produits en janvier 1941, un an plus tard, la production n'était arrivée qu'à 58 exemplaires mensuels. Mais en janvier 1943, les firmes Vomag, Nibelungswerke, de même que Krupp Gruso, initiateurs du programme, poussèrent la production à 163 exemplaires par mois. Et en juin, précédant immédiatement l'offensive de Kursk, elle avait grimpé à 272 chars. La cadence continua d'augmenter et atteignit son pic maximal en février 1945, où 485 exemplaires quittèrent les chaînes de montage. En avril 1943, le premier Panzer IV-H sortit de l'usine. Ce fut le modèle produit en plus grand nombre, avec un total de 3774 exemplaires construits entre sa sortie et le moment où il fut remplacé par le modèle J en juin 1944. Bien qu'il fût surblindé et qu'il ait subi de nombreuses autres modifications, sa caractéristique la plus évidente était ses Schürzen, des jupes blindées conçues pour lui donner une protection permanente contre les fusils anti-chars soviétiques et les bazookas des Alliés. Ces jupes latérales de 5 mm devaient déformer et modifier l'angle d'attaque des projectiles pour réduire leur capacité de pénétration. Alors que les jupes équipant la tourelle étaient fixes, les Schürzen présentes sur les flancs de l'engin étaient amovibles. Bien que la bataille de Kursk soit certainement moins connue que celle de Stalingrad, elle symbolise aux yeux du public le déploiement du char Tigre allemand. Dans la mythologie soviétique, le titre « Les Tigres brûlent » est devenu un véritable symbole de la défaite allemande lors de leur dernière grande offensive sur le front de l'Est. De prodigieux efforts avaient été faits par les Allemands pour déployer 2700 chars et canons d'assaut lors de leur dernière tentative pour détruire l'armée rouge à Kursk en juillet 1943.
Près d'un cinquième de tous les blindés disponibles au 30 juin étaient présents, y compris les Panzer IV, dégroupements centre et sud. Les 680 Panzer IV incluaient un certain nombre de PZ4 d'origine qui avaient survécu, mais le gros des troupes était doté de modèles F2, des premiers modèles G avec le canon L43 et des derniers modèles G et H armés du L48. Presque tous les Panzer III, toutes variantes confondues, participèrent à l'offensive, ce qui n'empêcha pas Kursk d'être le champ du signe du Panzer III en tant que char de combat, puisqu'il n'était plus produit depuis juin 1943 et que les fortes pertes enregistrées par ce char achevèrent de le rendre inutile. En revanche, les nombreux Panzer IV engagés dans l'opération Citadelle marquèrent l'émergence de celui-ci non plus en tant que véhicule d'appui, mais comme principal char de combat des Panzer Division. Avec les taux de perte alarmants subis notamment par les Panzer IV à Kursk, Guderian observa que les unités blindées qui avaient fait tant d'efforts pour s'équiper avaient malgré tout subi de lourdes pertes, aussi bien en hommes qu'en matériel, et resteraient indisponibles pendant une longue période. Kursk reste considéré par les soviétiques comme la bataille qui permit de briser les reins de la Panzerwaffe sur le front de l'Est. Conséquence de l'opération Citadelle, les Panzer Division très diminués durent composer avec une armée rouge qui avait retrouvé des couleurs et passer maintenant à l'offensive. Dans cette séquence, les Panzer IV de la division SS Das Reich entrent en action pour contrer une offensive soviétique visant à prendre la position des Allemands au sud de Kharkov. Tandis que le succès de la Wehrmacht lui fait profiter ici d'un répit temporaire, il ne reflète cependant pas le bilan global et à partir de la fin de l'été 1943, les Allemands battaient en retraite. Dans de telles circonstances, le travail des équipes de maintenance des ateliers de campagne revêt une plus grande importance. À ce stade de la guerre, les Allemands disposaient d'un système efficace pour ramener du champ de bataille les chars endommagés au combat. Sur ces images, on voit un semi-chenillé de 18 tonnes doté d'une grue de 6 tonnes. Ceci permet de réaliser des réparations complexes sans avoir à envoyer les machines endommagées en Allemagne. Remonter la tourelle sur le châssis nécessitait de faire attention aux dommages subis par un l'anneau de celle-ci et au mécanisme de rotation. Ce plan rapproché de l'un des 8 galets de roulement sur le bas de caisse permet de bien observer la suspension en ressort elliptique du Panzer IV. Le grand nombre de dégâts dus aux mines faisait du remplacement de ces pièces une opération courante au sein des unités présentes en Russie et en Afrique du Nord. La position externe du train de roulement permettait un accès facile lorsqu'une réparation était nécessaire. Avant le rivetage de la caisse et les conduites de refroidissement du bloc moteur est appliquée une couche de peinture jaune sombre utilisée comme base sur tous les Panzers à partir de février 1943. Le schéma présent ici est assez confus. Le char transporté affiche une livrée où le vert olive et le brun rouge ont été ajoutés. À la fin de l'été et au début de l'automne 1943, les Panzer IV furent engagés dans de violents combats lors de la retraite vers l'ouest, au-delà du Dniepr. Il est possible même à ce stade de la guerre de distinguer au milieu des Panzer IV dotés de Schürzen, de vieux survivants encore armés du canon de 75 mm court et toujours utilisés comme char d'appui. Contrairement à leurs chefs, les pilotes de Panzer n'étaient que rarement mis en avant, mais en septembre 1943, Hans Thaler, Unterscharführer de la 2e SS Panzerdivision Das Reich, fut fait chevalier de la Croix de Fer pour son incroyable courage. Après avoir détruit 3 T-34, son engin fut touché. Bien que son chef de char eût ordonné à l'équipage d'évacuer le blindé, Thaler resta et, sous le feu, réalisa une réparation de fortune sur la direction et fit repartir l'engin. Dans la demi-heure qui suivit, son Panzer IV fit 7 nouvelles victimes parmi les blindés russes. Pris par un caméraman à travers la visée du pilote, un Panzer IV-H soigneusement camouflé, appartenant à la 2e Panzerdivision, fait lentement mouvement pour engager un T-34 que l'on verra rapidement en feu. La steppe est un endroit chaud et les hautes températures estivales ne sont pas les meilleures conditions pour la visibilité. Les optiques allemandes d'une qualité supérieure et plus sophistiquée que celle de l'armée rouge
donnant au chef de char allemand un avantage au premier tir. Jusqu'à l'introduction du modèle 85 début 44, le T-34, malgré ses qualités, avait une tourelle accueillant 2 hommes et le chef de char était également le chargeur. Cette double tâche réduisait son efficacité au combat. Avec une tourelle abritant 3 hommes, le Panzer IV était plus opérationnel et la charge de travail pour chaque homme mieux répartie. Quoi qu'il en soit, à l'automne, la Wehrmacht sur le front de l'Est avait cédé un immense terrain à l'armée rouge. Et dans les mois qui suivirent la bataille de Koursk, elle ne pouvait espérer aucun répit en attendant, outre l'hiver, de nouvelles offensives soviétiques. Juste après sa nomination au poste de commandant en chef en Grèce, le maréchal Erwin Rommel s'envola pour Salonique le 5 juillet 1943 afin d'y inspecter ses défenses. Hitler avait mordu à l'hameçon des Alliés. Ceux-ci avaient réussi à lui faire croire qu'ils allaient y effectuer des débarquements et Hitler avait déployé la première Panzerdivision en renfort dans le pays. L'intention des Alliés était d'amener Hitler à disperser ses forces en dehors de l'Italie où le réel débarquement devait avoir lieu. Les Panzer IV visibles dans cette séquence sont tous des modèles G de fin de production et ils sont tous recouverts d'une couche de jaune sombre. Chacun est doté de 6 lance-pots fumigènes présents en standard sur ce modèle. Il n'est pas surprenant que les équipages apprécient d'aller à la mer. Avec des températures extérieures avoisinant les 32 degrés, l'intérieur du char devenait une véritable fournaise à plus de 37 degrés pour les 5 membres de l'équipage. Supposant que la reddition de l'Italie n'était qu'une question de temps, Hitler laissa des consignes pour l'occupation du pays. Après l'annonce du 8 septembre, le mot de passe « Axe » fut transmis aux maréchaux Rommel et Kesselring qui déployèrent des forces en Italie du Nord par la passe de Brenner et la voie ferroviaire. Tandis que les journaux filmés suggéraient que la progression de l'armée et des SS en Italie était largement soutenue par les habitants, l'arrivée d'une telle masse de troupes allemandes signifiait que l'Italie elle-même devenait un théâtre d'opération alors que les Allemands voulaient repousser les débarquements alliés et leur avance dans la péninsule. Bien qu'Hitler eut d'abord l'intention de transférer tout le SS Panzerkorps en Italie après Koursk, la situation très dégradée en Russie permit seulement de redéployer la Leibstandarte qui arriva à Milan, où la présence de ces Panzer IV était plus que nécessaire pour que les habitants restent loyaux à la cause fasciste. L'Italie n'était pas un pays dont la géographie était très propice au combat de chars. Par conséquent, le nombre de Panzerdivision déployés là-bas n'allait varier que d'1 à 3. Les canons d'assaut et les automoteurs étaient bien plus utiles et tiraient bien mieux parti du terrain compartimenté de l'Italie. Ces Panzer IV-H appartiennent à la 15e Panzerdivision engagée sur la péninsule. En Russie, les combats très violents durèrent tout l'hiver. Les ressources soviétiques étaient telles que l'armée rouge pouvait maintenant poursuivre son offensive dans n'importe quelles conditions. Ces Panzer IV participent à un violent affrontement avec le groupe Nord à la fin de l'hiver 43-44. Ce fut la profonde neige de l'hiver russe et la facilité avec laquelle les chars allemands s'embourbaient du fait de leurs étroites chenilles qui menèrent au développement des Oskretten visibles ici sur un Panzer IV-G. En coopération avec un détachement de canons d'assaut, les Panzer IV ouvrent le feu à distance de combat sur un élément de tête soviétique. Un observateur indique ici une position d'artillerie depuis laquelle une batterie de canons de 150 mm ouvre le feu sur des Russes. Les désastres militaires et les mauvaises nouvelles du front de l'Est lors de l'hiver 43-44 font que peu d'images ont été tournées pour la propagande. Dès qu'une victoire était acquise, elle faisait la une. Ce fut notamment le cas lorsque des caméramans couvrirent l'assaut blindé qui permit de prendre Kovel en Ukraine septentrionale, alors qu'un groupement commandé par le SS Gruppenführer Herbert Gilles y était encerclé par les soviétiques, à la mi-mars 44. Bien qu'un petit détachement de panthères de la division SS Viking réussit à percer pour renforcer les défenses quelques jours auparavant,
l'attaque principale n'eut pas lieu avant début avril. Les éléments de la 4e Panzerdivision, commandés par Laubertsch Hoffmann et les unités SS de la Viking, firent une percée à travers la ville en passant par la route venant de Brest-Litovsk. Parmi les blindés soviétiques détruits se trouvent de nombreux Sherman M4A2 acquis via le pré-bail qui apparaissent de plus en plus souvent sur les images tournées par les Allemands depuis 1944. Les groupements blindés composés de chars et d'automoteurs issus d'unités mixtes furent une solution fréquemment employée pour répondre aux contingences du front de l'Est où les soviétiques attaquaient les lignes de ravitaillement toujours plus étirées des Allemands. De telles opérations ne pouvaient être menées que par des troupes mobiles. Ces actions permirent de démontrer que, malgré l'écrasante supériorité matérielle de l'armée rouge, les tankistes allemands restaient maîtres dans l'utilisation des panzers, et ce fut vrai jusqu'à la chute de l'Allemagne. Les troupes de l'armée hongroise ne jouèrent plus un rôle sur le front de l'Est à partir de début 1944, leur activité restant cantonnée aux arrières, bien que sous commandement allemand. Quoi qu'il en soit, la propagande de Goebbels continua de dépeindre leur collaboration comme étroite et fondée sur le même engagement dans la croisade anti-bolchevique. Lorsque l'occasion se présentait, ils en filmaient des exemples à destination du public allemand, comme ici la garde d'une unité de Panzer IV qui permit d'honorer de la croix de fer 2 officiers hongrois. Les Panzer IV sont les derniers modèles H et portent le dispositif contre les mines magnétiques connu sous le nom de Zimmerit. Comme pour répondre à l'attente en Allemagne de l'inévitable invasion alliée en Europe au début de l'été 1944, le public allemand fut abreuvé de descriptions détaillées des défenses du mur de l'Atlantique et des forces regroupées en France dans le but de les repousser. La plupart des défenses fixes abritant les batteries d'artillerie lourde, en plus d'être impressionnantes, étaient positionnées le long du Pas-de-Calais et dans le secteur de la 15e armée qui s'étendait de la Belgique à la Somme, là où les officiers supérieurs allemands s'attendaient à un débarquement. Une opération de désinformation menée de main de maître par les Alliés conforta les Allemands dans cette idée tout au long des mois de juin et de juillet et les poussa à croire que le débarquement en Normandie n'était qu'un prélude aux débarquements principaux qui auraient alors lieu dans cette zone. Au cours de son programme de construction des défenses côtières, Rommel alla jusqu'à ouvrir les digues pour inonder les polders hollandais. L'arme blindée allemande était une nouvelle fois la clé pour contrer les débarquements alliés. Le 1er juin, pas moins de 700 Panzer IV étaient positionnés en France. Les unités de chars, de même que l'infanterie, s'entraînèrent avant que l'assaut allié ne soit donné, mettant à contribution leur capacité de combat. Mais les ressources dont disposaient les Allemands étaient par trop dispersées et dans beaucoup de cas étaient positionnées au mauvais endroit. Les caméramans étaient aux premières loges pour filmer le maréchal Gerd von Rundstedt lorsqu'il inspecta à la 12e SS Panzerdivision Hitlerjugend, nouvellement créée, entraînée et équipée avant le jour du débarquement. En plus de ses 48 Panthers, la Hitlerjugend alignait pas moins de 91 Panzer IV et dans les jours qui suivirent, elle allait se tailler une solide réputation au sein des Waffen-SS. La question du meilleur emploi des Panzerdivision face à l'invasion prochaine causa de grands remous au sein du haut commandement allemand. Rommel était partisan de laisser les Panzers suffisamment en avant pour pouvoir attaquer les Alliés dès qu'ils auraient touché terre, estimant que selon les expériences précédentes, à moins qu'ils ne soient stoppés dans les 24 heures, les débarquements alliés réussiraient. La réalité de la suprématie aérienne alliée rendait caduque la stratégie de Georg von Schweppenburg, commandant le groupement blindé Ouest, qui voulait laisser les Alliés débarquer pour écraser leurs forces en aval de la tête de pont. Le dilemme n'était toujours pas résolu au moment où les forces alliées se mirent en route.
Lorsque finalement le débarquement eut lieu le 6 juin 1944, les forces allemandes furent prises totalement dépourvues. Avec Rommel parti en permission en Allemagne, tout espoir d'un déploiement rapide des Panzerdivision pour attaquer les plages du débarquement dans les heures qui suivirent fut réduit à néant. Après la vaine contre-attaque de la 21e Panzerdivision le 6 juin, ce ne fut le lendemain seulement que la 12e SS Panzerdivision arriva sur les lieux et qu'une attaque déterminée fut lancée par les Allemands. Seul le bataillon de Panzer IV arriva à Caen dans la nuit du 6 au 7, le bataillon de Panther ayant été retardé par l'aviation alliée. Malgré tout, la décision fut prise d'attaquer. Les ordres donnés par le général de division Fritz Witt étaient assez clairs. Le bataillon de Panzer IV devait frapper l'ennemi le long de la ligne ferroviaire entre Caen et Luc-sur-Mer et le repousser vers la mer. Alors que l'attaque était prévue pour 16 heures, les Allemands furent pris de court par l'avance de la 3e division canadienne vers Caen, où ces derniers devaient prendre et tenir l'aérodrome. 4 Panzer IV en reconnaissance furent interceptés par des Sherman et 3 d'entre eux rapidement mis hors de combat. Pendant ce temps, l'Obersturmbannführer Max Wünsche lança immédiatement tous ses chars à l'assaut. Les images montrées ici furent prises au cours du combat qui s'ensuivit et comptent parmi les meilleures images du Panzer IV en action à la fin de la guerre. Des 50 Panzer IV déployés par la Hitlerjugend lors de cette attaque, la caméra ne suivit que l'action des 5e et 6e compagnies qui flanquaient les Canadiens. Tandis que la 6e compagnie détruisait plus de 10 chars, elle perdait également 5 de ses Panzer IV sous le feu canadien. Les Panzers de la 6e compagnie poursuivirent leur progression à travers le terrain, mais furent pris à partie par une ligne de canons anti-chars de 6 livres canadiens embusqués. 5 Panzer IV furent touchés et détruits. À la fin de la journée, le bilan était de 14 Panzer IV perdus pour 27 chars canadiens détruits. Même si ces images sont accompagnées d'une musique stridente et triomphaliste, signifiant que les jeunes SS venaient de remporter une grande victoire, en réalité, la possibilité pour les Allemands de détruire les positions alliées s'était envolée. L'attaque de la Hitlerjugend se poursuivit jusqu'à la tombée de la nuit. Le 7 juin fut seulement le premier jour de combat de ce qui allait devenir 2 mois d'affrontements violents, à la fin desquels la division cesserait d'exister. Le départ le 25 août de la division montra que seuls 10 chars avaient survécu à la campagne de Normandie. In den kleinen Küstenorten toben erbitterte Straßenkämpfe. Les images de Panzer IV en action lors de la bataille de Normandie sont rares, ce qui est surprenant pour le char allemand le plus répandu. Très peu de Panzers survécurent à la campagne de Normandie. Les pertes importantes de Panzer IV sur les fronts de l'Est et de l'Ouest à la fin de l'année 1944 aboutirent à une chute massive de leur disponibilité au combat. On le constate notamment par leur petit nombre lors de la bataille des Ardennes. Bien qu'Hitler ait ordonné la préparation soigneuse de l'arme blindée pour l'opération Brume d'automne, seuls 259 exemplaires étaient disponibles sur une force totale de 2750 chars et canons d'assaut engagés dans l'offensive. Même si 1110 Panzer IV avaient été construits entre octobre et décembre, la production des chars a été descendue à 700 machines par mois à ce stade de la guerre. Le Panzer IV n'était pas seulement l'engin le plus utilisé, mais il était également le plus vulnérable. Ces 2 facteurs constituent la plus plausible explication du déclin relatif de la disponibilité du Panzer IV. À la fin d'été 1944, l'armée rouge avait virtuellement détruit le groupement centre et atteint la frontière polonaise. Ces Panzer IV alignés le long de la route font ici mouvement pour aller au contact de l'ennemi. Lorsque le combat est engagé, les chars soviétiques détruits par les canons des Panzer IV sont le plus souvent des Sherman issus du pré-bail. L'un des contrastes les plus remarquables entre la guerre menée à l'Est et celle menée à l'Ouest réside dans le rôle de l'aviation bien moins important dans la première que dans la seconde. Les informations publiques allemandes montrèrent le déplacement rapide par voie ferroviaire d'unités de combat sur le front de l'Est, passant d'un secteur dangereux à un autre, ce qui n'aurait pas été possible sur le front de l'Ouest.
L'absence de couvert pour les Panzers faisait que la menace première des unités blindées allemandes ne venait pas de l'aviation soviétique, mais du nombre infini de chars que les Russes semblaient pouvoir déployer. Cette séquence en Prusse orientale à la fin 1944 montre les derniers modèles de Panzer IV en action. Les changements les plus évidents sont le nouveau système d'échappement et l'emploi de fils au lieu de Schurzhen métallique standard. Les Panzer IV se battirent ainsi contre l'armée rouge jusqu'à la capitulation d'Allemagne en mai 1945. On voit sur les dernières images tournées par la propagande allemande un groupe de combat comprenant au moins un Panzer IV. L'histoire du Panzer IV au combat, le seul char étant resté en production sur toute la durée de la Seconde Guerre mondiale, ne se termina pas pour autant avec elle. Le dernier obus tiré par un Panzer IV le fut par un Panzer IV aux couleurs syriennes contre les installations de Tsahal sur le plateau du Golan au cours des années 60. Leur baroud d'honneur se situe en juin 67, lorsqu'Israël prit d'assaut la montagne et s'empara de ses chars. Certains y ont été conservés en témoignage des 7350 exemplaires du Panzer IV construits, toutes versions confondues, entre 1938 et 1945.